Dans cette vidéo, nous allons donc faire nos premiers pas en programmation parallèle, en programmation multithreading avec la librairie POSIX, avec un vrai langage de programmation. Mais avant, il faut être OK, à l'aise avec les pointeurs et la location dynamique. Si pour vous, ça reste obscur, alors vous êtes obligé de prendre 1 heure de votre temps et d'aller revoir cette vidéo aussi, l'allocation dynamique en C++, dans lequel je fais un rappel d'abord des pointeurs et de leur fonctionnement, suivi de l'allocation dynamique. Donc ça, c'est indispensable. Si ça, c'est pas clair pour vous, coupez la vidéo, allez voir celle-là, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc si vous continuez, c'est que vous êtes OK. Et donc, si vous êtes OK, on va déjà couper direct le cours. C'est que vous êtes capable de gérer des pointeurs et de l'allocation dynamique. Et donc, on est déjà sur un premier TP. Car, rappelez-vous, quand j'ai parlé du parallélisme, je vous ai dit que d'abord, il faut savoir faire un code séquentiel qui soit correct avant de passer à un code parallèle. Et ben voilà, on y est. Donc, avant de faire de la programmation parallèle, vous allez devoir réaliser un code séquentiel. Et ce code séquentiel, ce que je vous demande de faire, c'est un code qui va effectuer de la multiplication matricielle. Donc vous faites un code en mode console. Hein. Vous demandez, donc en C++, vous demandez à l'utilisateur, vous lui demandez d'encoder une valeur entière. Cette valeur entière, ça va être la taille de la matrice. Alors on va pas s'ennuyer, on va travailler avec des matrices carrées, hop, donc largeur et hauteur sera identique. Et on demande au gars d'entrer une valeur 10, 100, 200, 500, 1000, 1500 ou 2000 pour la taille de la matrice. Vous pouvez en mettre d'autres, hein. C'était pour donner un exemple, mais c'est plus ou moins l'ordre de la plage de valeurs qui m'intéresse, de 10 à 2000, c'est ça l'idée. Et donc, dans le cas de 2000, on aura une matrice de 2000 de haut sur 2000 de large, qui fera 4 millions de cases. Du coup, sur base de ça, le programme va allouer dynamiquement 3 matrices, les matrices A, B et C, qui contiennent des entiers, mais ça peut être des flottaux aussi, hein, comme vous voulez. Votre code va remplir les matrices A et B de valeurs, qu'elles soient aléatoires ou pas, à vous de voir, idéalement de l'aléatoire. Et ensuite, effectuer la multiplication matricielle de A fois B et stocker ça dans la matrice C. Et ce que je vous demande aussi, c'est ensuite d'afficher la durée qui a été nécessaire pour le calcul. Je dis bien pour le calcul. Donc, et exclusivement pour le calcul. Donc tout ce qui précède le calcul, c'est-à-dire les étapes 1, 2 et 3, ne doivent pas être prises en compte dans le temps de calcul. Donc tout ce qui est allocation, création, remplissage des matrices, on s'en fout. Alors si en plus vous avez de l'affichage qui est géré par votre programme, pour l'étape 5, il ne faut pas avoir d'affichage, parce que l'affichage ça prend du temps. Donc l'étape 5, ça doit être purement le calcul de la matrice C. Et donc vous affichez ensuite cette durée. Et à la fin, n'oubliez pas de désallouer tout ce qui a été alloué dynamiquement. Donc ici, c'est de l'allocation dynamique hein, que je vous demande, avec du new et du delete. Ensuite, donc, ce programme, une fois qu'il tourne, conservez-le parce que ça va être la base de ce qui suit. Et vous aurez un petit dossier à réaliser et à me remettre. Donc, faut pas le jeter. Le dossier, on en reparlera plus tard. Si ce programme ne tourne pas, vous n'arrivez pas à faire ce programme vous-même, hein, que vous avez besoin de faire l'appel à un admin ou au public ou de copier-coller un code que vous trouvez sur le net, pour le reste du cours, c'est mort. C'est même pas la peine de continuer, vous n'y arriverez pas. Donc, ça c'est le prérequis. Si vous ne savez pas faire ce code, n'essayez pas la suite, vous ne comprendrez pas. Donc, là maintenant, stoppez la vidéo, enfin stoppez, j'ai quand même 2 calques de briefing sur ce code qui suivent, mais c'est vraiment indispensable de pouvoir réaliser ce code tout seul, sinon le reste va être trop compliqué. On va mettre infaisable le reste, parce que ça c'est le code de départ de tout ce qui va suivre. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de raconter, le reste sera impossible si vous ne savez pas faire cet exercice. Et donc,
Évidemment, je m'en doute un peu, il y en a qui se disent ouais, je sais plus c'est comment moi la multiplication matricielle. Bon, donc rappel, multiplication matricielle, la matrice A fois la matrice B, bah, et on a ici la matrice C. Donc si je prends une case de la matrice C, cette case-ci, hop 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 hop, c'est le résultat de. Donc comme c'est cette case-ci, c'est la première ligne, bah, je prends la première ligne de la matrice A que je multiplie avec la deuxième colonne de la matrice B, étant donné que je veux calculer la case qui est en première ligne, deuxième colonne de la matrice C. Là, vous avez l'équation mathématique, et pour ceux qui n'ont pas envie de se torturer l'esprit à décortiquer une toute petite équation mathématique, avec des chiffres, ça donne ça. Donc, la matrice A fois la matrice B nous donne la matrice C, et vous voyez que si ici, le premier élément de la matrice C, donc l'élément qui vaut 19, c'est bien 1 fois 7 plus 2 fois 9 plus 3 fois moins 2, ce qui donne 19. Voilà, donc votre code, il doit savoir faire de la multiplication matricielle, et je vous simplifie la vie, on va travailler avec des matrices carrées. Alors si vous voulez pas faire des maths, vous voulez faire autre chose que les matrices carrées, vous pouvez, mais pour moi, c'est pas obligatoire. Alors oui, juste encore un petit truc. Pour mesurer le temps, moi je vous conseille la librairie Chrono du C++, qui, si je dis pas de conneries, c'est depuis le C++ 11. Donc il suffit d'inclure Chrono. On crée deux variables start et end, qui sont des time points. Donc, enfin voilà la syntaxe pour créer ces deux templates de type qui sont des time points, donc je les appelle start et end, vous les appelez comme vous voulez. Vous faites ici tout ce qui est allocation dynamique, blabla, interaction utilisateur, affichage. Puis à cet endroit-ci, vous allez prendre le temps système. Là doit se passer le calcul, job. Puis une fois que le calcul est terminé, hop, vous prenez un autre, vous mesurez le temps système à ce moment-là. Et puis ici, vous pouvez stocker le delta entre les deux dans la variable que j'ai appelée microseconde, en entier 64 bits, et en faisant ça de cette façon-là. Et donc là, vous aurez le nombre de microsecondes qui sont écoulées entre le point start et le point end. Et il n'y aura plus qu'à l'afficher. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Il y a différentes façons de faire, mais au moins vous aurez une précision suffisante avec cet algorithme, avec ce principe-là, avec la librairie Chrono. Donc maintenant, allez-y, vous pouvez aller coder. Et si vous avez fini de coder, ben on peut passer à la suite. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez réussi à faire l'exercice 1, et si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice 1, bah vous coupez la vidéo et vous allez faire l'exercice 1. Avant de pouvoir utiliser POSIX, il faut l'installer sous Windows. Sous Linux, il n'y a pas besoin, parce qu'il suffit de taper quand vous compilez, vu que vous faites tout en ligne de commande, si vous faites du Linux, -L, le L je le mets dans une autre couleur parce qu'il est des fois facultatif, pthread, donc ici avec essence, hein, hop, quand vous compilez par exemple avec GCC, et là ça va inclure pthread, parce que c'est natif sous Linux. Sous Windows ça ne l'est pas, donc il faut télécharger à cette adresse la version Windows DDLL. Ça c'est la dernière version connue, je sais ça date de 2012, mais l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais c'est bon, c'est toujours ok. Vous extrayez le contenu de l'archive par exemple dans ces deux points POSIX, évitez ces deux points slash espace zzz espace accent, sinon ça va foirer. Donc en programmation, conseil, jamais d'accent, jamais d'espace dans quoi que ce soit. Si vous n'avez pas encore compris ça, un jour ça va vous retomber dessus. Donc prenez ça comme ligne conductrice, jamais d'accent, jamais d'espace dans tout ce qui est nom de dossier, nom de fichier. Ensuite, vous créez un projet C++ là sous Visual Studio. Et dans clic droit sur votre solution, propriété de votre projet, vous allez ajouter plein de petites choses. Et donc dans les répertoires VCC, VC++, les répertoires include, il faut aller pointer vers le dossier include de ce que vous avez téléchargé. Ensuite, pour les répertoires des bibliothèques, il faut faire pareil, sauf que là, c'est le dossier lib, x86 ou x64 en fonction de votre plateforme cible. Généralement,
on compile sur le matériel moderne en version x64. Et du coup, il faut aller pointer vers le x64. C'est pas tout. Dans l'éditeur de lien entrée, il faut aller pointer vers la bonne librairie que vous avez en x86 ou x64. Il me reste de la place dans mon calque, donc vous imaginez que c'est pas fini. Et vous devez ensuite, le système doit trouver les DLL. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Si ça n'arrive pas à compiler, ben, vous allez choper les DLL dans le dossier DLL x86 ou DLL x64 et vous allez les coller à côté de votre source.cpp. Donc le fichier source que vous êtes en train d'éditer dans votre projet, vous êtes dans le même dossier et vous collez vos DLL. Alors ne me demandez pas dans quel dossier ça se trouve, ben, c'est vous-même qui avez choisi le dossier, donc sachez où vous créez vos codes. Et il reste une petite place, c'est parce que il faut également inclure pthread.h dans votre fichier source, mais avant la ligne où vous incluez votre pthread.h, rajoutez un define. Ce define ici en vert, bien avant la ligne pthread, sinon ça compilera pas. Voilà, et là vous êtes prêt à faire du code en POSIX. Voici un premier code en POSIX en multithreading. Donc inclusion d'IOStream, inclusion de pthread. Alors ici entre les deux, faut pas oublier le define qu'on a vu précédemment. Bon, des fois ça marchant, des fois pas, ça dépend de votre compilateur. On va passer ça pour le moment sous silence et on va arriver ici à la fonction main. Pour créer des threads, d'abord il faut créer les structures de données prêtes à accueillir les threads. Pour ça c'est pthread t et je crée ici une structure pour le thread 1 et une structure pour le thread 2. Ensuite, la création de thread se passe avec la fonction pthread create, dans laquelle je vais lui envoyer l'adresse de la structure de données dans laquelle je vais stocker le thread. Donc ici, l'adresse de thread 1. En deuxième paramètre, ici, on a mis la valeur nulle. Maintenant, ce deuxième paramètre pour info, c'est pour faire du fine tuning, pour dire voilà, ce thread, la taille de la pile d'appel est d'autant, et ainsi de suite. C'est pour faire de la bidouille, donc ici, c'est pas important pour le moment. C'est pour dans le futur. Ça, le troisième paramètre, c'est le nom d'une fonction. Ça va être un thread. Vous allez dire, voilà, ce thread-là exécutera le code d'une fonction. Et ici, ma fonction, elle s'appelle ma fonction. Donc, quand je vais créer thread 1, il va exécuter ce code-ci. Et le dernier paramètre, le quatrième, c'est la donnée qu'on envoie, en paramètre de la fonction. Voilà. Donc, dans ce code-ci, on crée les deux structures de données. On crée le thread 1 qui va exécuter ça, on crée le thread 2 qui va exécuter ça aussi. Puis il ne faut pas oublier qu'en tout on se retrouve avec 3 threads, parce que le main c'est également un thread, donc c'est ni thread 1 ni thread 2, c'est le main thread. Donc lui, le main thread, il va pas attendre, il va continuer, peu importe si thread 1 et thread 2 bossent. On va faire une petite boucle 50 fois et on va afficher main thread, main thread, main thread 50 fois. Et puis on va attendre ici que thread 1 ait terminé et thread 2 ait terminé avec les instructions pthread join. Ces instructions, si on les oublie, le main thread lui va poursuivre, et s'il arrive sur le return ici et qu'il n'y a pas eu de join avant, le main thread va se couper. Mais du coup il coupera automatiquement tous les threads qu'il a créés, indépendamment du fait qu'ils aient terminé leur boulot ou pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les joins pour attendre la fin des threads avant de poursuivre. Sinon, qu'est-ce que les threads font comme job? On va aller voir dans ma fonction. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, regardez d'abord la syntaxe d'écriture de la fonction. Il y a plusieurs façons de faire, mais celle-là, ici, faites toujours comme ça. Il faut donner un autre nom que ma fonction, mais faites toujours une fonction qui renvoie un pointeur de void et qui reçoit en paramètre un pointeur de void. Ça, c'est une façon d'écrire qui est portable. Ça marche sur tous les OS, ça marche toujours. Il y a moyen de faire autrement, mais du coup votre code n'est plus portable. Donc faites-le toujours comme ça. Donc il renvoie une adresse et il reçoit une adresse, vu qu'ici c'est un pointeur. Donc si on regarde la création du thread 1 ici, on voit qu'on a envoyé la valeur 1. Et cette valeur 1, on l'a convertie en pointeur de void. Alors, un pointeur c'est une adresse, donc c'est 32 ou 64 bits en fonction de comment vous avez compilé. Et j'envoie la valeur 1.
La valeur 1, ça va, ça passe. Normalement, ça peut se stocker sur 32 ou 64 bits, donc ça va. Peut-être que votre compilateur va gueuler en faisant des warnings, mais ça passe. Et donc, dans le code, data, il vaut, du point de vue binaire, il vaut 1. Et donc, je prends data, je le convertis en entier, et je stocke ça dans la variable nom. Voilà, donc le nom, c'est un entier qui vaut 1. Et je vais boucler aussi 50 fois, et je vais afficher thread numéro 1. Et avec l'itération 0, puis 1, puis 2, puis ainsi de suite. Et puis on se barre du thread. Pareil avec le thread 2, sauf qu'on va envoyer la valeur 2 donc dans un pointeur qu'on va retransformer en entier, et ainsi de suite. Et l'exécution de ce programme, ça va donner ça. Je vais dégager mon macrol, hop, voilà. Ça donne n'importe quoi. Donc, il faut savoir qu'en multithreading, vous n'avez pas la main sur l'ordre d'exécution des threads. Alors ici, dans mon exemple, il y a une capture d'écran. Il y a 3 threads. Il y a le main thread, thread 1 et thread 2. Mais il n'y a qu'un seul écran. Donc ils ne peuvent pas écrire tous les 3 en même temps sur l'écran. Et donc ils se bastonnent les uns les autres pour avoir accès à l'écran. Et ça donne ce que vous avez sous les yeux. Donc on voit qu'il y a le thread ici. Il y a un thread N, le 1 ou 2, on ne sait pas, qui a eu accès à l'écran. Puis ensuite, c'est le main thread qui a pris le relais, qui affiche son itération 0. Puis, en fait, c'était très sûrement le thread 1 qui avait eu accès à l'écran avant, parce que c'est de nouveau le thread 1 qui a l'écran. Puis il continue. Puis maintenant, le thread 1, il c'est le thread 2 qui a accès à l'écran. Et ainsi de suite. Et puis le thread 2, on lui fout bien la paix. Hop, 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 hop. Et puis là, hop, il se fait clouer le bec par le main thread qui reprend le relais. Et ainsi de suite. Donc cet ordre d'exécution est complètement random, c'est complètement aléatoire, c'est complètement chaotique. On n'a pas la main là-dessus. Et si vous voulez imposer l'ordre d'exécution, bah, faut faire un code séquentiel. Voilà. Ce qui rend le débuggement assez complexe, c'est le fait que vous n'avez pas, c'est pas répétable. Donc, chaque fois que vous allez exécuter votre code, vous allez avoir un autre ordre d'exécution que la fois d'avant. Donc, c'est complètement aléatoire. Alors, tant que je suis sur le code ici, donc, je vous ai dit, on envoie une valeur sur 32 ou 64 bits. Mais comment fait-on si on veut envoyer plus que 32 ou 64 bits à un thread? Bah, c'est pas un souci. Vous créez une structure de données, voilà, struct, machin, dans une structure vous mettez, je sais pas, des entiers, des floats, des bidules, une chaîne de caractères, peu importe. Vous la créez dans votre main, et vous envoyez l'adresse de votre structure de données de votre thread. Alors évidemment, il faut faire une structure de données par thread. Ça, c'est pas un problème. Et vous envoyez l'adresse. Votre adresse, c'est soit 32 ou 64 bits en fonction de comment vous compilez. Et ensuite, dans votre code, comme vous envoyez un pointeur de void, bah vous convertissez votre pointure de void en pointeur de votre structure. Imaginons que votre structure s'appelle XYZ. Donc vous convertissez ça en pointeur de structure XYZ. Et vous stockez ça dans un pointeur de structure XYZ. Donc, voilà, c'est pour ça que vous êtes obligé de bidouiller et de savoir gérer les pointeurs pour faire du multithreading en C et C++. Voyons maintenant ce qui peut se passer avec quand on a des situations de partage de ressources entre les threads. Donc on va analyser directement le main. Dans le main, regardons, on a une variable locale au main qui s'appelle données qui vaut 17. On va créer 2 threads, donc le thread écrire thread et le thread lire thread. Le thread écrire thread, il va exécuter la fonction écrire et le lire thread va exécuter la fonction lire. Dans les deux cas, on enverra l'adresse de la variable donnée à la fonction. Donc on va voir ce qui se passe avec écrire. Donc comme data c'est un pointeur de void, on va convertir le pointeur de void en pointeur d'entier, étant donné que c'est une adresse d'un entier, le fameux entier donné qui vaut 17 du main qu'on a envoyé. Donc on convertit ça en pointeur d'entier et on stocke ça dans un pointeur d'entier. On boucle 10 fois et à chaque itération de la boucle, on va aller à la case pointée par ce pointeur et
y ajouter la valeur 1, ce qui fera 18, 19, 20, 21 et ainsi de suite jusque la valeur 27, et on en profitera également pour les afficher. Et le thread lire, ben, lui, c'est quasi le même code, sauf que lui ne va pas modifier la valeur. Donc, si on regarde le thread lire, on convertit en pointeur d'entier l'adresse reçue, on boucle 10 fois, et ces 10 fois-là, on va juste afficher la valeur à la case pointée par le pointeur. Voilà. Alors, si c'est flou pour vous les pointeurs, bah, c'est que vous n'avez pas fait ce que j'ai dit, de revoir la vidéo de rappel sur les pointeurs et les locations dynamiques. Donc il n'est pas trop tard, faites stop, allez refaire tout ça et revenez. Parce que ça va être comme ça tout le temps maintenant. Donc pointeur, 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 pointeur. Alors l'exécution de ça, ça va donner ça. Bon, ça dans la fois où j'ai exécuté ça, ça donnait ça. Maintenant, ça pourrait donner autre chose, mais voilà une exécution, ce que ça a donné. Donc on a écrire thread qui a commencé, et puis il a été coupé direct là, pouf, par lecture. Lecture, lit, valeur 18. Et ensuite c'est réécrire thread qui reprend la main pour poursuivre ce qu'il essaie d'afficher, donc valeur 18. Ensuite l'écriture continue, 19, 20, 21, 22, 23. Là il est coupé. Donc normalement, vous voyez que le terme écriture arrive après la modification de la valeur. Donc normalement, à cette étape-ci, la donnée dans le main vaut 24. C'est confirmé. 24, 24, 24, 24, 24. Ça, c'était la fin de l'écriture qui a été coupée là. Tac. Et puis l'écriture continue. 25, 26, 27. Et puis que voit-on? Lecture 24. Pourtant, l'écriture vaut 27. Et on voit que lecture affiche 24. Ben oui, c'est parce que lecture, à cette étape-ci, avait peut-être lu, enfin, avait sûrement lu la valeur en mémoire à cette étape-ci. Puis il a été coupé et l'affichage vient seulement après. Donc vous avez une incohérence d'affichage ici. Vous voyez que vous avez écrit la valeur 27 et quand il va la lire, il dit 24. Donc c'est le bordel. Comme on n'a pas la main sur qui fait quoi quand, ça peut donner des incohérences comme ça. Et ça, on va voir un petit peu comment éviter ce genre de situation. Pour éviter ce genre de situation, va falloir faire une exclusion mutuelle. Donc on aura partage de ressources. Il faut faire ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Donc l'idée, c'est que vous avez vos deux threads. Donc imaginez vous avez le thread A qui va lire la variable V, ajouter 1 à la variable V, et puis afficher la variable V. Et le thread B il fait pareil. Il lit la variable V, il ajoute 1 et il écrit à l'écran la variable V. Et bien si vous exécutez ça, le résultat du code est imprévisible. Parce que vous pouvez avoir le thread A va lire la valeur V. On va dire que V vaut, je sais pas, il vaut 0. Donc V égale 0. Bon. Donc, le A va lire 0. Je vais mettre le B, donc ça c'est le A. Bon, je vais mettre le B dans une autre couleur. Donc, hop. Le B va lire 0. Le 1 va ajouter 1 au 0 qu'il a lu. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Le B va ajouter 1 au 0 qu'il a lu. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Le A va écrire la valeur 1 dans la zone mémoire. Et le B va écrire la valeur 1 dans la zone mémoire. Donc à la fin de cette exécution, vous aurez V plus 1. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Maintenant, ça ne va pas forcément se passer comme ça. Peut-être que vous allez avoir lire. Donc A va lire. A va additionner. A va écrire. Puis B va lire. B va additionner. Et B va écrire. Et là, vous aurez la valeur 2 après l'exécution. Donc, c'est pas prévisible. Donc, vous avez le même code et en fonction de l'ordre dans lequel ça va s'exécuter, ben, vous n'aurez pas la même valeur. Voilà.
donc c'est important pour ça parce que ces deux threads accèdent à une même donnée et vous ne protégez pas cette donnée. Il faut que quand on accède à une variable partagée, une ressource partagée, il faut s'arranger que pendant la période d'accès à cette ressource, l'accès soit séquentiel, qu'on ne puisse pas avoir deux threads qui interviennent en même temps. Et donc ça s'appelle une situation de compétition, et donc on doit éviter toute situation de compétition. Et pour ça, il faut rajouter ce qu'on appelle des verrous. Et voilà, votre thread A, il va verrouiller la variable, il va placer un verrou. Du coup, si le verrou est verrouillé, B ne pourra pas le verrouiller en même temps. Donc il n'y a qu'un seul thread qui peut verrouiller un verrou. Du coup, A pourra faire tout son truc, et puis déverrouillera le verrou, et puis seulement B après pourra bosser. Alors là, la solution, si votre code c'est ça, il sera plus lent qu'un code séquentiel. Parce que vous verrouillez la totalité de votre thread, et puis on doit attendre que tout le thread est fini avant de passer au thread suivant. Donc, voilà, dans ce cas-là, c'est un peu con, quoi. Autant faire un code séquentiel. Maintenant, l'idée, c'est que les verrous, on n'utilise pas ça pour verrouiller tout le code d'un thread. Si c'est le cas, c'est qu'il ne fallait pas faire de parallélisme, et si c'est pas le cas, on a du boulot propre à thread A, puis il y a un truc qui est commun aux deux, donc là on va faire ce qu'on appelle une section critique, et puis après le thread A va continuer son boulot qu'il a à faire dans son coin. Et dans ce cas-là, il y a juste cette partie ici qui sera séquentialisée, séquentialisée ou pas, hein, ça dépend de comment... Enfin, en tout cas, il n'y a qu'un seul thread à la fois sur ce code-ci qui pourra être exécuté. Voilà. Et donc, ce qu'on va mettre en place, ça s'appelle un sémaphore binaire, ou bien le terme plus connu, c'est un mutex. Donc, votre thread 1 est là, il va acquérir le mutex, il va exécuter le code critique, et puis il va libérer le mutex. Et donc, si le thread 2 était ici, vous voulez acquérir le mutex, donc là c'est le temps, hein. Si vous voulez acquérir le mutex à ce moment-ci, il ne pouvait pas vu qu'il était déjà acquis par le thread 1. Et donc il doit attendre que le thread 1 est fini avant de pouvoir acquérir à son tour le mutex. Ça marche pour 2 threads, pour 1000 threads, voilà. Donc si c'est des exemples avec 2, mais ça marche pour plus que 2 threads. Prenons un exemple. Alors un mutex, c'est pas compliqué, c'est la structure pthread underscore mutex underscore t. Je l'ai appelé ici patouche et on l'initialise avec une constante qui nous vient de la librairie pthread. Et donc c'est le même code que tantôt, que dans l'exercice, que dans l'exemple précédent avec le thread lire et écrire. La seule chose qui change, c'est qu'à l'intérieur des boucles, vous voyez, on a ajouté ici un lock de mutex. Donc pthread mutex locks va acquérir le thread, le mutex. Donc c'est l'adresse du mutex qui est envoyée en paramètre à la fonction pthread mutex lock. Alors les accolades ici elles sont pas obligatoires. Je les ai mis parce que j'aime bien voir visuellement qu'il y a une section critique, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les mettre. Et une fois qu'on a fini ce qu'on voulait faire, on peut libérer le mutex. Donc c'est important dans notre exemple ici, on accède à la variable qui est commune. Ici on la modifie et puis on affiche ce qu'on vient de faire. Puis une fois qu'on finit l'affichage, on peut libérer le mutex. Ce qui veut dire que la modification de valeur et l'affichage de ce qu'on vient de faire s'exécutera. Il n'y a pas, le thread 1 ne pourra pas venir nous couper ici en plein milieu. Non, on n'aura plus de problème. Car on a bloqué avec le mutex. Et donc même chose de l'autre côté. Donc on a le lock du même mutex, hein, parce qu'il faut que ce soit le même, sinon ça n'a pas de sens. On vient bloquer la lecture et la libérer après. Donc aussi au niveau des COT, si vous avez vu dans les exemples précédents, des fois on avait le mot lecture qui apparaissait, puis le thread était coupé. Ici il n'y a pas de souci, cette ligne là s'exécutera d'une thread. Aucun thread ne pourra venir reprendre la main sur l'écran tant qu'on ne quittera pas, tant que le mutex n'est pas libéré.
Et donc si on exécute le code, ça donne ça. Et cette fois-ci, vous voyez, on n'a plus de lignes lecture-écriture qui sont coupées. Donc à chaque fois, une ligne d'affichage est complète. Et les valeurs, cette fois-ci, sont cohérentes. Voilà. Donc il n'y a pas à un moment donné, ici le trait de lecture, il affiche bien, à cet endroit-ci, il affiche bien 27 et pas 24 comme on avait le cas précédemment. On n'a toujours pas la main sur l'ordre d'exécution des threads, mais au moins il n'y a plus d'incohérence de données. Maintenant, attention à ne pas tomber dans des situations d'interblocage. Donc, une situation d'interblocage, c'est quand vous avez deux ou plusieurs tâches qui s'attendent mutuellement. Et qu'on ne libère pas le verrou, quoi. Et ça s'appelle un deadlock. Une situation de deadlock. Donc, un exemple pour forcer, enfin, obtenir une situation de deadlock. Imaginez, vous avez deux mutex. Et vous avez la tâche 1.1 qui va verrouiller le mutex 1 ici. Et la tâche B va verrouiller ici le mutex 2. Juste après. Et la tâche 1, elle n'est plus sur le processeur parce qu'il se passe autre chose. Puis la tâche 1 revient, la tâche A revient sur le processeur. Elle va essayer de libérer ici le mutex, ça de verrouiller le mutex 2. Mais il peut pas. Il peut pas parce qu'il est verrouillé par le B. LB, lui, il veut essayer de verrouiller le mutex 1, mais il peut pas non plus parce qu'il est verrouillé par la tâche A. Et du coup, ici, les codes s'attendent. Voilà. Et jusqu'à ce que votre ordinateur décède, les codes bougeront plus. Ou que vous killez le logiciel, ils s'attendent indéfiniment. Donc ça, c'est une situation de deadlock. Il y a un truc tout... Parce que vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux mutex? Effectivement, s'il n'y a que deux threads, il est probable que vous ayez besoin d'un seul mutex. Mais dans les softs plus compliqués, il y a des fois plusieurs variables communes. Et alors on fait un mutex par variable commune. Et on peut se retrouver à avoir plusieurs mutex comme ça. Donc il y a quand même un truc pour éviter de tomber dans ce piège. C'est de toujours acquérir les mutex dans le même ordre. Donc si dans la tâche A verrouille M1 puis M2 et que B aussi verrouille d'abord M1 puis M2, vous ne pouvez pas vous trouver dans ce type de situation de deadlock. Parce que si la tâche A verrouille d'abord M1 et que tâche B essaye aussi en premier de verrouiller M1, il ne pourra pas, vu que la tâche 1 a verrouillé M1, puis la tâche A verrouille M2, mais comme B n'a rien verrouillé du tout, il peut le faire et il peut faire son boulot. Enfin, la tâche A peut faire son boulot. Puis à la fin, elle libère les verrous et B peut bosser. Donc toujours acquérir les mutex dans le même ordre, c'est une règle à pas oublier. Alors un autre cas de figure, bon ici il n'y a pas besoin d'étudier tout le code. Hein. Donc dans le main on crée deux threads, boum boum boum, et les threads ils exécutent cette fonction aussi. Et on a un mutex qui s'appelle patouche. Regardons le code du mutex, on voit que du mutex du thread, on voit que dans le thread, on boucle, on a une boucle infinie. On lock ici, on verrouille le mutex. On affiche, on sait thread 0 ou 1, enfin peu importe. On lui demande s'il peut s'arrêter. Donc ça, on va mettre une variable ici. Ce sera un entier qui prendra cette place-là. Et ça, si c'est pour avoir le numéro d'identification du thread. Donc pthread_cell, ça donne un numéro de thread. Comme ça, les deux threads afficheront une valeur différente. On demande à l'utilisateur de tapoter quelque chose au clavier. On va stocker ça dans la variable oui/non. Et si le mec il a écrit 1, on se barre du thread. Et là, il y a un problème parce que vous barrez du thread, mais vous n'avez pas libéré le verrou, le mutex avant de vous casser. Donc là, ça va avoir pour effet pour quitter le thread, et le mutex restera verrouillé. Et donc les départs volontaires de thread, il faut se méfier. Il vaut mieux toujours faire qu'un thread arrive à la fin de sa fonction. Ça évite tous les petits soucis comme ça. Et en plus, en faisant ça, faut bien être sûr que vous avez libéré les mutex. Hein. Parce que ici, vous mettez un return, c'est le même souci. Voilà, donc ça c'était juste pour montrer ça. Et alors une solution, ça aurait été simplement, je crois que c'est le cas d'après que j'ai la solution. Voilà, la solution, c'était simplement de mettre votre départ volontaire après la libération du mutex.
Donc faites gaffe à bien acquérir vos mutex dans le même ordre, entre vos threads, et évitez les départs volontaires, et si vous voulez quand même faire un départ volontaire, faites-le après avoir libéré tous les mutex. La théorie pour cette vidéo est maintenant achevée, donc on va passer aux exercices, et là vous avez, je vais directement vous fournir les 3 exercices suivants d'un coup. Donc vous avez su faire normalement brillamment tout seul sans aide de personne et sans copier-coller la multiplication matricielle en séquentielle, et maintenant on va le faire en parallèle. Donc l'exercice 2, c'est de faire strictement la même chose que le 1, sauf que cette fois-ci on va utiliser des threads pour faire le calcul. Et on va, si vous regardez bien, si vous décortiquez un petit peu la multiplication matricielle, chaque case de la matrice C peut être calculée de manière tout à fait indépendante des autres cases. Donc je ne dois pas les faire l'une après l'autre, j'ai pas de problème avec ça. Donc ce qu'on va faire, on va faire un trait par case de la matrice C. Donc un trait par case. Donc dans l'exemple ici qu'on a sous les yeux, donc j'ai 4 x 3, j'aurai 12 threads. Voilà, pour faire mon calcul de la matrice C. Et effectivement, si vous avez une matrice en 2000 par 2000, vous aurez 4 millions de threads. Donc, voilà, ça va être ça qu'il faut faire. Alors, oui, 4 millions de threads, il est possible que votre programme crache. C'est pas grave, vous montez le nombre de threads jusqu'à ce que ça crache. Et là, si ça crache avec X threads, vous n'allez pas plus loin. Donc c'est possible. Donc ici c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, ce code-ci, quand on utilise du grain de parallélisme fin. Donc il n'y a pas beaucoup de boulot par thread. Le boulot sera juste de calculer les valeurs d'une case. Et donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue des perfs par rapport à une implémentation séquentielle. Alors n'oubliez pas, pour mesurer vos perfs, de compiler en release. Voilà, et pas en debug. Ça changera quand même un petit peu la donne. Et si vous êtes sous Linux, tirez O3 pour la compilation avec GCC ou G++. Alors, ensuite, oui, je vais vous donner les exercices suivants. Donc le suivant, ça sera pareil, sauf que on fera plus un trait par case, on va agrandir le grain de parallélisme, et on va faire un thread par ligne. Donc vous allez avoir un thread qui va s'occuper de calculer toute une ligne, un autre trait de la ligne suivante, un autre de la ligne suivante, un autre de la ligne suivante. Donc dans notre exemple ici, on aura 4 threads. Alors oui, donc conservez bien chaque version de votre programme, parce que vous aurez un dossier à réaliser plus tard. Et donc dans ce dossier, je vous demanderai quelles sont les caractéristiques de votre machine, caractéristiques techniques, et avoir les résultats, le temps de calcul de vos différents algorithmes, de vos différents programmes, en fonction des différentes tailles de matrices. Donc ça, vous allez devoir me le rendre et faire une discussion sur les résultats observés. Et donc plus qu'un calque dans cette présentation, c'est l'exercice 4. On continue, sauf que cette fois-ci, vous demandez à l'utilisateur combien de threads il veut. Voilà. Et si l'utilisateur il dit moi je veux 3 threads, dans l'exemple ici ça donnera ça. Voilà. On divise l'espace en 3 zones automatiquement et on aura 3 threads. Alors s'il y a un thread qui a un petit peu moins de cases qu'un autre, c'est pas grave, parce qu'imaginons qu'il avait demandé 5 threads ici, 12 c'est pas multiple de 5, tant pis, il y avait des threads qui avaient 2 cases et d'autres 3, voilà, c'est pas dramatique. Donc ça c'est l'exercice 4, et ça clôture donc cette vidéo. La vidéo suivante, on y verra un petit peu plus loin au niveau des fonctionnalités de synchronisation avec POSIX. Et ça sera la dernière vidéo dédiée à la parallélisation sur CPU. On passera ensuite au GPU.